Merci de nous retrouver. Quelle est la vraie histoire de J.D. Vance, le vice-président américain qui avait fait la leçon aux Européens? On s'en souvient. Votre problème à vous, ce n'est pas la Chine, ce n'est pas la Russie. Il vient de vous-même. Vous tournez le dos à vos valeurs démocratiques. C'était le fameux discours de Munich. Est-il un diable ou un emblème? C'est en tout cas l'un des plus influents des vice-présidents dans l'histoire récente des États-Unis. Et son histoire, c'est vrai, est fascinante. Elle est fascinante et elle incarne d'une certaine manière le rêve américain. Pourquoi ? Parce que Vance vient des milieux les plus modestes des États-Unis, du cœur du pays, là où la fermeture des industries avait jeté tout un tas de personnes dans le dénuement, les divorces, la drogue, j'en passe et des meilleurs. Or, cette autobiographie qu'il a propulsée au firmament américain et qui s'appelait, je ne vais pas me risquer à la prononcer en anglais, quelqu'un veut m'aider ? Hillbilly Elegy. Hillbilly Elegy. C'est-à-dire élégie du hillbilly. Exactement. On va voir dans un instant ce que ça signifie. Eh bien, elle est sortie en France. Ça s'appelle Une famille américaine aux éditions Globe. Et c'est par ce récit, c'est vrai, assez bouleversant, de son histoire personnelle, qu'il est devenu un personnage très important dans la politique américaine. Nicolas Conquer nous a rejoint. Bonsoir Nicolas Conquer, vous êtes porte-parole des Républicains Overseas, c'est-à-dire vous êtes porte-parole du Parti républicain, là où Vance a fait carrière, il a été élu sénateur, puis il est devenu, à la surprise générale, on peut le dire, le colistier de Trump pour les dernières élections et désormais le vice-président. Donc vous nous direz, vous, quelle vision vous avez de Vance. D'abord, eh bien, si vous n'avez pas lu ce livre, nous l'avons lu. Il est préfacé d'ailleurs par Christine Ockrent. On peut le dire au passage. Alors, quelle est cette histoire hors norme ? Voici les indispensables avec Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Donc, que raconte ce livre ? Eh bien, tout est dans le titre, Hillbilly Elegy, et le sous-titre donne le ton dans la version française de la grande pauvreté aux ors de la Maison Blanche. Alors, c'est quoi un hillbilly ? Eh bien, ce sont ces gars des collines, littéralement. Chez nous, on traduirait cela par un plouc, ces blancs du Midwest, en l'occurrence de l'Ohio rural et profond, marqué par le déclin industriel de la fameuse ceinture de rouille, la Rust Belt. Pour me comprendre, explique J.D. Vance, ayez toujours à l'esprit que tout au fond de moi, je suis un hillbilly irlando-écossais. Il décrit une enfance décousue, violente, à deux doigts de la misère, un père absent après le divorce, une mère alcoolique et toxicomane qui enchaîne les amants, qui s'endort à table sous l'effet des opioïdes, déménagement incessant, instabilité chronique. J'étais un de ces gamins promis à un avenir sombre, raconte-t-il. J'ai failli abandonner le lycée, j'ai failli succomber à la profonde colère et au ressentiment qui rongeait tout le monde autour de moi. Alors, qui l'a sauvé ? Une femme, Mama, ou comme il l'appelle, sa grand-mère, hillbilly pur jus, maniaque de la gâchette. Il raconte qu'elle a failli descendre un voleur de vaches d'une balle dans la tête. Écoutez aussi cette anecdote. You know, I was like a lot of kids who grew up in this environment. You know, I was not doing especially well at school. I was starting to experiment with drugs and alcohol. I remember I started hanging out with this kid who was sort of known to be a local druggie. And my grandma found out. And she leaned in and said, JD, I want to tell you something. If you don't stop hanging out with that kid, I'm going to run him over with my car and no one is ever going to find out. I believed her, and so I completely cut off contact with that kid. Et puis il a enfin cette phrase pour résumer la pensée familiale. Nous n'aimons pas les étrangers ni ceux qui sont différents de nous. Et alors, qui est-ce qui va donner un nouveau cours à sa vie ? Eh bien, c'est un instructeur qui vient un jour taper à la porte de sa grand-mère en pleine guerre d'Irak. Et le voici chez les Marines, puis au front où il s'occupe des relations avec la presse. L'armée m'a sauvé, dit-il, car elle m'a appris des choses essentielles que je n'avais jamais apprises. Comment dormir, me lever, faire une lessive ou encore respecter un supérieur. Et voici une de ses phrases clés. À la maison, j'ai appris l'impuissance. À l'armée, je découvrais le pouvoir de la volonté. Dans la foulée, il intègre Yale, en droit, l'une des plus prestigieuses universités américaines. Il découvre l'élite avec ses étranges codes sociaux. Il raconte notamment ce premier dîner, 9 couverts, dont 8 cuillères. Il panique, il craint le ridicule, presque d'être démasqué, entre guillemets. Il a ce que l'on appelle le syndrome de l'imposteur. C'est à Yale aussi qu'il rencontre sa femme, Usha, d'origine indienne, son guide spirituel, comme il l'appelle. Ensemble, ils auront 3 enfants.
Il noue également des amitiés avec Peter Thiel notamment, cofondateur de PayPal, patron de Palantir, société spécialisée dans le big data. Il devient son mentor et c'est d'ailleurs lui qui financera sa première campagne pour devenir sénateur de l'Ohio. Après Yale, Vance devient avocat, investisseur. C'est donc la parfaite success story à l'américaine. Et comment entre-t-il en politique alors ? Eh bien, au départ, justement, il y a ce livre qu'il a écrit en 2016 quand il avait 31 ans. C'est un triomphe. 4 millions d'exemplaires vendus parce que chacun y voit d'une certaine manière l'Amérique invisible de Trump, adapté en série par Netflix avec Glenn Close dans le rôle de la grand-mère. Et c'est ce succès qui va pousser les amis républicains à lui dire de se présenter au sénatorial. Jusque-là, il était ouvertement anti-Trump. Écoutez par exemple ce qu'il déclarait à son sujet. I think that I'm going to vote third party because I can't stomach Trump. I think that he's noxious and is leading the white working class to a very dark place. Il a aussi eu cette formule sur le cas Trump. On se demande s'il a le cynisme de Nixon ou la capacité à susciter l'adhésion populaire de Hitler. Il le traite également, je cite, de cancer pour le conservatisme, une sorte de drogue culturelle. Et c'est lors de cette candidature que tout change. Il a besoin du soutien de Trump et beaucoup d'ailleurs lui reprocheront cette volte-face. On dit beaucoup que Vance serait aussi structuré idéologiquement dans son conservatisme que Trump serait, disons, impulsif. Alors oui, ce sont les enseignements de ce livre. Sa structure idéologique, c'est celle d'un conservateur, nationaliste, anti-avortement, anti-immigration. Mais surtout, ce qui fait son socle, c'est la famille. Pour lui, l'explication matérielle de la déshérence selon laquelle c'est la pauvreté qui fait faire n'importe quoi ne tient pas du tout. Il explique dans son livre « Je suis fatigué d'entendre à gauche certains dire que les vies brisées sont toujours le résultat de la victimisation. Oui, c'est vrai, les pauvres ont peut-être été victimes du système, entre guillemets, mais les mauvais choix qu'ils ont faits ont aussi joué un rôle dans leur malheur. » Et puis dans la structure, l'importance de la religion, ce qui le pousse même d'ailleurs à se convertir à l'Église catholique en 2019. Mais à mesure qu'il se rapproche de Trump, eh bien, il devient populiste et même plus populiste que les populistes qu'il a toujours pourfendus. Exemple, pour lui, qu'importe que ce ne soit pas vrai, que les migrants haïtiens mangent des chiens et des chats, comme l'affirmait Trump, il explique « Si je dois créer des histoires pour que les médias américains prêtent attention à la souffrance du peuple américain, alors je le ferai. » Autre exemple, sa virulence dans son combat pour l'arrêt de l'aide militaire à l'Ukraine. On se rappelle effectivement de la violence de ses mots face à Zelensky, ou lorsqu'il propose d'accorder plus de voix aux élections aux parents qui ont des enfants. Merci Justine. Nicolas Conquer, au fond, on se demande si Vance, avec ce parcours, c'est vrai, assez exceptionnel, et encore une fois, qui avait séduit bien au-delà de la droite, à l'époque, en 2016, il était vraiment loué, y compris dans les magazines progressistes, la presse progressiste américaine. Mais qu'en est-il de sa cohérence ? Est-ce que vous-même, vous n'avez pas été surpris par cet homme qui était antipopuliste, conservateur, très conservateur, mais antipopuliste, et qu'il est devenu ? Alors tout d'abord, c'est quelqu'un qui n'est pas un politicien de carrière. On l'a vu, de par son histoire personnelle, il grandit dans une famille chaotique. Il est le fruit de ces régions sinistrées, désindustrialisées du Midwest. L'Ohio, dont il a grandi, qui était pourtant le fer de lance, la fierté, le fleuron américain, désormais a perdu toute sa fierté. Il le dit lui-même, et c'est très prenant. On voit ça à travers ses yeux d'enfant, où le centre-ville de sa ville natale de Middletown était complètement désertifié. Et on le voit à travers, lui, ses mérites personnels et aussi le drive, la manière dont l'a poussé sa grand-mère, sa Mimo, à garder un peu la reine course sur lui. Il lui a permis de se hisser à la force du poignet et de saisir dans un élan patriote le GI Bill. C'est-à-dire qu'il a pu faire des études dans une université prestigieuse de Yale après avoir passé 5 ans sous les drapeaux en Irak notamment. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a démontré par son patriotisme, son expérience de vie, qu'il a pu restituer donc un essai qui est à la fois autobiographique, mais aussi une critique du système et de la société américaine. Est-ce que vous l'admirez ? D'une part, moi j'admire, et lui-même c'est dans une grande humilité d'ailleurs, il a ce qui est propre des grands hommes, d'admettre ses erreurs. Les propos que vous avez passés où il critique ouvertement Donald Trump, c'est en 2016, avant que Donald Trump soit président. Et il le dit lui-même, j'ai été un peu conditionné par la machine médiatique qui avait voulu façonner mon opinion et avait déclenché ses propos. Après quoi, au bout du premier mandat, il reconnaît que c'est le meilleur président de l'histoire moderne. Donc il a cette forme de cohérence, il est solide, il est conservateur, il n'est pas du tout
tout à vouloir louvoyer. Et son choix, pour moi, était le choix du bon sens. Et de 2, le choix de l'audace. Il n'a pas voulu chercher à faire des compromissions. Donald Trump, quand il a choisi son colistier, il a vraiment pris quelqu'un qui est en alignement avec lui et quelqu'un qui sera en mesure de porter le flambeau du MAGA après le deuxième terme. Parce qu'il est absolument, même si ça laisse certains observateurs ou commentateurs penser que Donald Trump pourrait briguer un 3e mandat, ça reste du trolling, c'est-à-dire juste des railleries auxquelles personne ne croit. Et Donald Trump a toujours dit « je veux que quelqu'un puisse prendre ma suite ». Et de fait, J.D. Vance est le 2e plus jeune vice-président de l'histoire des États-Unis. Est-ce que vous dites, comme on l'entend, qu'il est l'un des plus influents de ces dernières années ? Alors assurément, à la Maison-Blanche. Le contraste est saisissant. Je ne sais pas si vous vous souvenez même du prénom ou du nom de l'ancienne vice-présidente, mais on a une autre envergure. Kamala Harris, quand même. On l'a vite oublié, mais de fait, il assume, il prend ce rôle parce qu'évidemment, il apporte aussi cette réflexion et cette prise en compte en fait des réalités que sont celles des États-Unis, qui viennent contraster peut-être avec celles du magnat de l'immobilier et de l'entertainment que pouvait être Donald Trump. Lui, c'est l'enfant du Midwest, de ces États qu'on ne fait que survoler, et ces fractures américaines qu'on a, ça dénote en fait du paysage de carte postale qu'on veut bien nous donner dans nos séries Netflix et qu'on vous passe dans les magazines de mode de ce qu'on voit aux États-Unis. C'est une vraie pastorale américaine, et il y a des similitudes à étirer entre l'Amérique de Vance et ce qu'on a pu voir en France, théorisé par Christophe Gully sur la France périphérique, ou Andrew Goddard au Royaume-Uni. Il y a des phénomènes qui sont similaires entre les nowhere et les anywhere versus les Américains les plus blancs de ces zones désertifiées versus les élites des côtes et des métropoles. Est-ce qu'il a les épaules pour être un jour président ? Enfin, pour être en tout cas dans un peu plus de 3 ans candidat ? Je pense que là, il fait un sans faute depuis qu'il est apparu sur la scène à la Convention républicaine. Il montre aussi, c'est une reformation, il y a une mue et une transformation du Parti républicain. Et lors de ces débats, de ces prises de parole, son discours à Munich et aussi sa prise de parole à Paris, dans lequel il réaffirmait le goût de la prise de risque, de l'audace, et dans lequel il nous invitait à suivre son exemple, il a les épaules pour le faire. Il n'y aura pas d'adoubement. C'est pas comme ça que ça fonctionne aux États-Unis. Il y a une primaire qui sera ouverte, il se prêtera au suffrage des militants du Parti républicain, mais je pense qu'aujourd'hui, de fait, il arrive loin devant comme étant le favori en vue des prochaines élections. Rime, la locale de l'étape, qui est le vrai J.D. Vance pour vous ? Alors c'est intéressant parce que moi en 2016 quand ce livre sort, je travaillais pour ABC News qui est un des gros mastodons des médias américains. C'est un peu comme le France 2 mais c'est privé, et on l'encensait, on encensait le livre. C'était un phénomène littéraire même dans les milieux très progressistes et démocrates à New York, parce qu'en fait on voyait ce livre comme une explication de l'élection de Trump. Et c'est vrai qu'il raconte et qu'il a en fait mis les projecteurs sur une vraie misère qu'une grande partie des États-Unis avait oubliée, c'est-à-dire la désindustrialisation et les ravages que ça a causé dans certaines communautés. Après, quand on parle avec la communauté des Appalaches, d'où il vient, il y a énormément de critiques qui lui sont aussi faites. Parce que, quand on lit le livre, en fait, c'est une manière de dire aux pauvres, vous êtes pauvres et vous restez dans la pauvreté, vous en êtes responsable. Aux États-Unis, il faut en fait se sortir soi-même de la pauvreté. Et ce qui est très intéressant quand on regarde aujourd'hui la politique que l'administration Trump est en train d'adopter envers, par exemple, les grandes universités, Harvard, Columbia, mais bientôt Yale, c'est une attaque en règle. Et en fait, si J.D. Vance était aujourd'hui jeune cadet dans les Marines et essayait d'aller à Yale ou à Harvard, il aurait beaucoup plus de difficultés parce qu'en fait, ils sont en train aujourd'hui de faire du chantage à ce financement public contre des limites de plus en plus importantes sur ce que les universités ont le droit d'apprendre ou pas, leur choix sur les programmes et leur choix sur leurs étudiants et leurs professeurs. Donc il y a un vrai sujet sur l'idéologie qu'ils portent. Après, J.D. Vance est clairement très il n'est pas concerné, lui, pour le coup, par les politiques de diversité. Il aurait pu, au contraire, du coup, bénéficier de leur suppression. Ah, mais la GI Bill, ça fait partie, en fait, des programmes de diversité. Parce que c'est le seul moyen que des jeunes
aussi pauvres que lui peuvent accéder à cette élite. Donc si les programmes de diversité, c'est pas seulement la diversité raciale, mais c'est la diversité aussi sociale. Donc ça, c'est important. Après, je termine sur ça. J.D. Vance, c'est clairement très structuré idéologiquement. C'est quelqu'un qui d'ailleurs aujourd'hui joue un rôle très intéressant au sein de l'administration parce que par exemple, il est absolument contre une guerre avec l'Iran, alors qu'aujourd'hui c'est toute une discussion qui a lieu au sein de l'administration et il tient réellement cette position d'une manière très ferme et ça c'est quelque chose qui a énormément de soutien parmi les électeurs républicains. Il est aussi porté par une machine redoutable financière qui est Peter Thiel et les milliardaires de la tech qui, eux, ont un certain programme pour la société qui n'est pas celui que tout le monde veut. Très structuré idéologiquement. Écoutons quelques-unes de ses positions, effectivement. Refus de l'aide à l'Ukraine, alors total, avortement ou autre. Écoutons et puis on vous entendra. You have people in this town saying we need to cut Social Security, throw our grandparents into poverty. Why? So that one of Zelensky's ministers can buy a bigger yacht? Kiss my ass, Steve. It's not happening. If you become trans, that is the way to reject your white privilege, right? That all of us have is the right to live our lives. And of course, we've taken that away from young children because they haven't been born yet. And I think that's a moral tragedy. But I also think, that there's something comparable, between abortion and slavery. And Vous, Rondel Le Ninan, il n'y va pas par quatre chemins. Est-ce que vous croyez en lui, Isabelle ? Non, Vous êtes un peu surpris. Vous n'êtes pas encore militante du Parti républicain. Je pense que je comprends très bien pourquoi il est vice-président et je pense qu'il peut devenir président parce que vraiment, je ne vois pas autour de Donald Trump de meilleur symbole de l'élection de Donald Trump. C'est-à-dire qu'il porte absolument, en fait, il explique, comme le disait Rim, pourquoi Donald Trump a été élu. Il parle de tous ces millions d'Américains qui ont été abandonnés pendant des années, auxquels personne n'avait absolument prêté attention. Il raconte cette Amérique désindustrialisée, etc. Donc, c'est pas du tout un hasard qu'il soit là, même si c'est le livre. Il a été propulsé sur la scène politique très rapidement par ce livre. Il est logique, il est tout à fait à sa place, en fait. Là où je m'interroge beaucoup plus, c'est sur ses choix, par exemple, en politique étrangère, qui m'échappent. C'est-à-dire que là, sur l'Ukraine, avec les yachts de Zelensky, avec son enfance et avec son idéologie à l'intérieur du pays. Peut-être que vous pouvez un petit peu m'éclairer, parce que c'est pas logique de... Alors, je vais juste reprendre ce que vous disiez là, sur le fait que, est-ce que oui ou non, il a donné une voix à l'homme blanc en colère, qui avait été une des raisons de l'élection de Donald Trump en 2016. C'est d'ailleurs pour ça que ce livre a eu autant de succès, c'est parce que les libéraux, les démocrates ont cherché à analyser les raisons de ce succès. Mais donc, la raison du victoire de Trump en 2016, c'est plutôt un populisme anti-establishment. En 2024, c'est complètement différent. On s'adresse davantage à une guerre culturelle qui a été menée par cette gauche progressiste et extrémiste et qui a poussé le wokisme jusqu'à des excès, on l'a vu même sur les campus universitaires, et ce qui est un véritable problème et qui a été donc massivement rejeté, et que en soi, c'est pas aujourd'hui, c'est une coalition beaucoup plus large que l'électeur du Midwest qui s'est déplacé. Donald Trump a progressé dans 90% des cantons. C'est pas uniquement l'électeur de l'Ohio à qui on a dit qu'il y avait un problème avec une communauté haïtienne. Je rappelle juste qu'effectivement, lui, c'est un élu, c'est l'élu de l'Ohio également, et donc il a pu voir prospérer cette crise migratoire qui a été développée par Joe Biden, et il se saisit, il est pragmatique, et donc voilà, en soi... Mais qu'est-ce qui motive sa haine de l'Europe, par exemple ? Je ne pense pas que ce soit une haine de l'Europe, au contraire. Lui, il annonce, il montre déjà son premier voyage à Donald Trump, c'était après son élection, c'était pour venir à Notre-Dame de Paris. Le premier voyage de J.D. Vance, c'était pour venir à Paris à la conférence de Paris, suivi de Munich. Donc il montre des liens assez proches, et je pense que d'ailleurs, l'évolution dans les messages de Signal, il dit très clairement son mépris pour l'Europe, parce qu'en fait, il trouve que les Européens... On a marre de payer pour les autres. Voilà. On n'est pas la piggy bank, on n'est pas la tirelire des autres. Donc non, mais ça va au-delà, chez Vance. Non. En tout cas, ce que vous ne pouvez pas lui reprocher, c'est de ne pas être cohérent. Vous parlez d'une conversation privée qui a fuité. En tout cas, il est cohérent entre ce qu'il dit à haute voix versus sa communication qu'il a avec les gens de son administration. Et donc, voilà, il n'est pas dans une hypocrisie. Ça peut surprendre quelques-uns parce qu'on n'est pas habitué à voir ça en France. Mais en tout cas, il est constant. Et de fait, je pense qu'il maintient des liens proches. Il n'a rien contre l'Europe, pardon, selon vous. Non, mais je veux dire, c'est un grand amoureux de cette histoire, les sources d'inspiration qu'il y a aux États-Unis. René Girard, il puise dans son livre de J.D. Vance pour des auteurs aussi. Il y a beaucoup de passages. Vous oubliez une chose, à Munich, moi j'y étais, il était à Munich
Il a soutenu un parti littéralement néo-nazi, alors qu'il a oublié les centaines de milliers de soldats américains qui sont morts pendant la Deuxième Guerre mondiale pour libérer le monde du nazisme. J'espère que vous êtes en train de caricaturer l'AFD de néo-nazis. Je ne caricature pas du tout. L'AFD, c'est un parti néo-nazi. Le parti AFD allemand. Alors c'est vrai que certains de ses dirigeants, il n'y a pas longtemps, étaient encore proches des néo-nazis. Est-ce que Alice Weidel, qui est mariée avec une couple avec une Sri-Lankaise qui vit en Suisse, est-ce que ça fait d'elle du néo-nazi? Enfin voilà, c'est juste affligeant. C'est juste une caricature, c'est une étiquette qui n'a pas de valeur. De dire un néo-nazi, c'est absolument méprisant vis-à-vis de tous les Allemands qui se sont déplacés voter massivement, qui ont doublé leur score depuis la dernière fois. Pierre et Lucas. Alors, deux points. Un, sur le parcours, il est tout à fait respectable. Et au passage, il illustre, ou il illustrait, si j'entends rime, ce que le passage par l'armée permet à des personnes issues de milieux modestes. J'ai vu ça il y a très longtemps en allant aux États-Unis, c'est-à-dire le fait de contracter un engagement dans l'armée et d'avoir ses études financées après, ce qui, je trouve, est un système remarquable. Et la France devrait réfléchir à cette utilité. Et je retrouve dans son parcours ce que j'ai pu voir en France dans la capacité de l'armée à redonner une chance à des jeunes un peu paumés et qui trouvent leur voie. Première chose. Le second point, c'est que il manifeste une détestation pour l'Europe qui se traduit par des mensonges énormes. Donc c'est là où vraiment, vous êtes un bon avocat, mais c'est pas possible. À Munich, entre autres choses, il a quand même expliqué qu'il y avait plus de liberté à l'époque soviétique qu'aujourd'hui en Europe. On l'écoute, Pierre ? On écoute ce fameux passage, conférence de Munich, où effectivement, il s'en prend. En tout cas, il a ces mots-là pour l'Europe. Écoute. Il donne son point de vue. In Britain and across Europe, free speech, I fear, is in retreat. You can believe it's wrong for Russia to buy social media advertisements to influence your elections, but if your democracy can be destroyed with a few $100,000 of digital advertising from a foreign country, then it wasn't very strong to begin with. Voilà, Lilian-Brémond. Ça nous ramène au débat du début de l'émission. Il fait allusion notamment à la situation roumaine où l'élection avait été annulée parce que les Roumains avaient la conviction que, ça c'est démontré d'ailleurs, que des trolls russes avaient surmultiplié les messages en faveur de ce candidat. Est-ce que ça suffisait pour annuler l'élection? Ça, c'est un débat. Mais en tout cas, voilà pour comprendre ce merci. Message. Je rajouterai 2 exemples très concrets. Il a, lui, ancien militaire américain, il a expliqué que l'armée française et l'armée britannique étaient composées de pignoufs, pour faire très simple, qui n'avaient jamais été présents au combat aux côtés des Américains, etc. Qui n'avaient pas combattu depuis 40 ans. Voilà, pas combattu depuis 40 ans. Alors là, il s'est fait remonter les bretelles. Il a été obligé de rétro-pédaler. Pourquoi ? Parce que depuis toutes ces dernières décennies, et moi-même je l'ai constaté en opération en Afghanistan, et en Irak. Votre père a pu le constater aussi en servant en opération extérieure, puisqu'il était comme moi hors SEM, nous avons travaillé avec les Américains. Nous avons, quand j'étais à Spinboldak en Afghanistan, la première chose que les Américains faisaient avant les réunions, c'est de venir saluer le monument aux morts des forces spéciales. Donc il a dû rétro-pédaler. Pourquoi ? Parce que les militaires américains lui ont dit « Attendez, racontez pas des conneries comme ça. En Afghanistan, au Sahel, etc., on travaille main dans la main. Il y a des commandos marines français qui sont morts en opération au Niger pour sauver une agente de la CIA. Donc c'est inadmissible. Et la troisième chose surprenante de ces derniers jours, c'est de dire, mais regardez, ces Européens qui sont des vassaux, s'ils n'avaient pas été des vassaux, ils auraient convaincu les Américains de ne pas rentrer en guerre contre l'Irak. Attendez, quel est le pays qui s'est opposé aux États-Unis de George Bush pour empêcher cette folie ? La France, avec d'autres pays européens, notamment l'Allemagne. Et donc, ce monsieur devrait dire merci à la France d'avoir eu cette intelligence et de nous avoir alertés. Et donc, aujourd'hui, je vais écouter la France. C'est pas du tout son discours. Et Rime a raison. Quand on voit ce qu'il pense vraiment dans la boucle Signal, c'est un mépris pour les Français qui est honteux. Lucas, un mot rapide. Rapidement, le parcours de cet homme est évidemment extrêmement intéressant. L'un de ses problèmes est sa méconnaissance totale des affaires du monde et de la géopolitique. Et il l'a montré, je vais vous raconter juste un exemple. Il y a 15 jours, J.D. Vance annonce en grande pompe qu'il est reçu au Groenland par les populations locales du Groenland qui l'attendent avec impatience. Il veut se présenter à une course de traîneau qui est un événement national au Groenland. Les Groenlandais lui manifestent non seulement un mépris, mais un refus absolu qu'il y participe.
Il s'est trompé, il y va quand même, il est reçu uniquement sur une base militaire américaine qui est tout à fait légitime au Groenland et qui est là depuis fort longtemps. Il y passe 2 heures, il repart assez tristement. Un échec complet de l'annonce sur le Groenland d'un voyage qui se voulait spectaculaire où il devait être reçu comme un grand chef d'État. Il est reçu par des militaires américains, il n'a rencontré aucun Groenlandais et démontré son incapacité à comprendre la géopolitique actuelle.